Bonjour à toutes et à Comment? tous et bienvenue dans ce talk du MBA MCI. Je suis Soufiane Akam et aujourd'hui on va parler de venture capital, mais pas que. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans le monde professionnel et elle impose avec elle ses nouveaux modèles organisationnels. On parle aujourd'hui de quatrième révolution industrielle. Concrètement, comment les entrepreneurs peuvent-ils saisir les opportunités offertes par ces technologies pour tout en relevant les défis économiques, humains, réglementaires et technologiques qui viennent avec? Pour en parler, j'accueille les deux cofondateurs de Human Venture Capital, Karim Namsawi, 20 ans d'expérience managériale dans les fonctions support de la banque, et Hervé Young, 30 ans de contrôle, finance et opération. Ensemble, ils ont créé un fonds nouvelle génération qui consiste à investir, mais surtout à épauler les fondateurs sur le terrain en proposant des offres de coaching, structuration, mise en place de KPI et gouvernance. Ils en parleront mieux que moi. Commençons sans plus attendre avec nos deux invités. Karim, Hervé, bienvenue. Pour bien démarrer, je vous propose qu'on commence par vos parcours respectifs, histoire de bien comprendre qui vous êtes d'abord et ce qui vous a amené à créer Human VC. La parole est à vous. Hervé, je commence ou tu te lances comme tu veux? C'est toi qui me dis. Bon, alors, vas-y, je te laisse commencer, je te laisse, je compléterai alors. D'accord, c'est le respect des anciens. Bon, je dirais pas quel est notre écart d'âge, hein. On a le même âge. Euh, non, alors pour le faire vraiment assez rapidement, long story short, c'est compliqué de résumer une trentaine d'années de carrière, mais on va dire que sur les phases un peu marquantes, j'ai un grand bloc à la Société Générale où j'ai eu la chance d'y travailler pendant 22 ans. C'est une société qui m'a permis de grandir, d'apprendre beaucoup de choses et surtout de me donner l'opportunité d'être dans des fonctions qui se sont révélées assez cœur dans de nombreux domaines. Alors après, ça a été bien résumé par Soufiane, c'est du contrôle interne, c'est des jobs de direction financière et c'est des jobs opérationnels. Donc quand j'ai dit tout ça, pour celui qui connaît pas la banque, je vais mettre encore un petit peu de complexité, ça a été aussi surtout dans le domaine des activités de marché. Donc on va dire, vous avez la banque, qui est l'instrument d'intermédiation entre une population qui va aller emprunter ou déposer de l'argent, dans la vision, on va dire, habituelle que l'on a. On est dans la partie un petit peu plus confidentielle, ou qui concerne beaucoup de gens quand même, hein, dans le domaine bancaire, et qui vont accompagner des acteurs plutôt de type investisseur ou de type grand compte d'entreprise, dans le fait de les aider à soit optimiser leur trésorerie ou alors derrière euh, gagner de l'argent sur des stratégies qui sont discutées avec chacun d'entre eux. Donc des sujets plutôt complexes, des sujets avec des équipes relativement significatives mais constituées de gens qui sont des profils qu'on pourrait qualifier d'haut de gamme en tant que tels et qui ont tous des domaines de spécialité assez prononcés. Donc, ce qui va me traduire, et je pense que vous allez retrouver le même discours chez Karim, c'est une forte spécialité dans le domaine dans lequel on travaille, dans les activités de marché, dans un contexte bancaire, avec tout ce que on a pu connaître d'évolution entre, on va dire, le début des années 2000 et puis 2010, avec énormément d'évolutions réglementaires et énormément d'évolutions technologiques derrière tous les métiers sur lesquels on a été amené à travailler. Donc, ce qui va nous caractériser aussi, c'est ce que j'ai mis à la fin, ce que j'ai dit, c'est qu'on est des opérationnels. Donc, vous avez des gens qui travaillent sur des projets, vous avez des gens qui travaillent sur des tâches au quotidien. Nous, on est plutôt, en tout cas moi, j'ai été quelqu'un qui a eu l'opportunité d'avoir des jobs exécutifs qui ont permis de marier tout ça à la fois, mais avec un tropisme qui est clair, qui est que, et vous en entendez parler régulièrement au quotidien, c'est euh, c'est le run, c'est l'opérationnel, c'est l'usine. Et en fait, à beaucoup d'endroits, on a mis l'usine de côté. Et ben, ceux qui ont mis l'usine de côté ont connu de grosses difficultés à un moment donné. On arrive à une charnière, effectivement, j'aime souvent dire qu'on est dans la quatrième révolution industrielle. On a connu une période qui tourne autour de l'agriculture, ensuite d'une forme d'industrie qui s'est développée, ensuite d'une forme de technologie qui s'est développée post-Deuxième Guerre mondiale, mais de façon exponentielle. Et on est dans l'exponentielle toujours, dans cette quatrième révolution, qui est à la fois de technologie, mais aussi sociétale, mais aussi avec une dimension écologique, ou en tout cas de transition énergétique écologique, qui trouve quelque part, son application dans tous les domaines. Vous travaillez dans la banque, mais vous ne pouvez pas dire que vous pouvez vous affranchir du fait que votre puissance de calcul utilisée pour vos différents processus
dépendent de data centers qui se trouvent à l'autre bout du monde, d'une capacité à, à alimenter en électricité ces acteurs-là, et en même temps de les aider à refroidir l'ensemble. Et ça a des conséquences sur toute la chaîne de valeur. Donc, ce qui va nous qualifier, c'est on a mis les mains dedans, on est des hommes qui mettons les mains dans le cambouis avec une vision de la théorie qui est assez précise parce qu'on voit comment elle se traduit concrètement dans nos métiers. Et derrière, après toute cette période où on a évolué, enfin, j'ai suivi Karim, qui est le vrai entrepreneur dans l'histoire. Karim, ça a pris 12 secondes, mais quand même, c'est un entrepreneur, c'est lui qui a eu l'idée. Et on a continué ensemble plus tard. Et on a eu la chance de travailler chez un grand acteur qui s'appelle Accenture, qui nous a pendant 3 ans permis aussi de développer d'autres compétences, qui nous ont permis d'appréhender un petit peu mieux un certain nombre d'autres métiers, mais aussi d'autres acteurs. Parce que travailler dans la banque, Société Générale, c'est génial, mais si tu travailles qu'avec la banque, c'est pas trouver ce qui se passe ailleurs. Donc, ce qui va nous caractériser aussi, c'est que qu'on a vu, on a pu le voir appliqué dans d'autres domaines. Alors, chez beaucoup d'acteurs français, mais pas que. Beaucoup des gens que j'ai connus à la Société Générale sont des gens qui ont essaimé, ils sont brillants par définition, hein, en étant passés par cette superbe société. Ils ont essaimé un peu partout. Et donc, quand on a été à New York, quand on a été à Montréal, quand on a été à Londres, quand on a été en Allemagne, en Suisse et en Asie, on a rencontré beaucoup de ces personnes. Et donc, notre tropisme, il a été de dire, on s'est retrouvé dans un schéma où on a accumulé un savoir-faire. J'aime souvent dire que chaque rencontre que je fais contribue à une forme d'intelligence collective, par l'information que j'apporte et par l'information que je reçois. Et ça, c'est au quotidien. On y reviendra après, hein, dans les derniers chapitres que tu as souhaité qu'on aborde, Soufiane. Hein, mais ça explique un petit peu une forme d'évolution logique, qui est chronologique pour nous, mais qui est aussi logique par rapport aux grandes évolutions qu'on est en train d'observer et auxquelles on s'adapte et que l'on observe. Après, tout n'est pas bon à prendre, tout n'est pas bon à jeter. Il faut savoir faire preuve de discernement. Donc ça, c'est l'expérience, mais c'est aussi tout ne s'applique pas à tous les domaines, dans tous les secteurs, avec le même niveau de maturité. Donc c'est là-dessus que on a développé avec Karim grâce à la création d'entreprise qu'on a fait. Donc on a touché du doigt ce qu'est la création d'entreprise pendant 8 ans. On a eu cette chance extraordinaire de pouvoir travailler avec des gens qui étaient très bien, mais aussi nous d'avoir appris de nouvelles choses, des choses nouvelles dans le M&A, des choses nouvelles dans la gestion d'une entreprise, dans ce qu'il faut pas faire et pas faire. J'invite tout le monde à lire le Lean Startup si vous avez l'opportunité de le voir, c'est passionnant. Euh, le produit parfait, c'est super, mais c'est pas ça qui fait que l'entreprise va survivre dans la durée. Donc il faut trouver toujours la bonne balance entre ce que vous proposez, ce que le marché est prêt ou en tout cas à recherche, et tout ça dans une logique de création de valeur pour vos clients, pour vous-même, pour vos staffs et pour toute une série d'acteurs qui gravitent autour. Et dernière, et après je laisse la main à Karim, parce que je peux en parler pendant 12 heures, qui va nous apporter, c'est les valeurs qu'on a envie d'incarner. Et dans ces valeurs, on veut pas travailler avec des mercenaires ou avoir des mercenaires. Dans ces valeurs, il y a des choses où notre liberté n'a pas de prix. En tout cas, on pourrait revenir sur des exemples, mais c'est arrivé assez régulièrement. Donc, dans les choix qu'on a fait, les choix de vie, et enfin dans les choix de création d'entreprise ou d'évolution d'entreprise qu'on a mené avec Karim. C'est important de comprendre parce que on va en train de mieux comprendre quel est le projet qu'on a. On va y revenir dans la deuxième partie, hein, qu'on a décidé de lancer avec Karim en milieu d'année dernière et qui est ni plus ni moins qu'un aboutissement ou une évolution logique de toute cette expérience de 30 ans que j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier et aussi d'en faire profiter un certain nombre d'autres acteurs. Alors, pour récapituler, on s'aborde sur une expérience, on va dire, en banque, voilà, où vous avez fait le plus gros de votre carrière dans l'univers bancaire, à la Société Générale, et une deuxième étape où vous êtes lancé dans une aventure entrepreneuriale, je dirais là même en 2 temps aussi, avec IO, peut-être que Karim en parlera peut-être juste un peu plus en détail, et Human Venture Capital par la suite. Oui, enfin, effectivement, Hervé a très très bien résumé l'idéologie en fait qui nous a animés pendant toutes ces années au travers de nos expériences respectives, aussi bien à la Société Générale que chez Accenture. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, le monde de la banque, et de la BFI, du financement de l'investissement, l'investment banking, est un environnement hautement technologique. Donc, qui faisait déjà appel en fait aux problématiques face auxquelles on est confronté aujourd'hui, parce que par définition, le traitement de l'information, le traitement de la donnée, la rapidité de la donnée, la rapidité de l'exécution est un élément différenciant pour une banque d'investissement. C'est ce qui fait qu'on gagne ou on perd des opportunités. Donc, nous avons été confrontés dans ces environnements
dès notre plus jeune âge, entre parenthèses, parce que c'est des environnements où on a systématiquement été confronté aux évolutions de l'IT. Et comment l'IT, en fait, cherchait d'anticiper toutes les problématiques technologiques qui allaient impacter la vie sociale des uns et des autres. Je pense notamment à des activités comme la haute fréquence, où la haute fréquence faisait déjà appel en fait à des approches algorithmiques euh, et qui étaient déjà des précurseurs de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au travers de l'IA. Alors, quand tu parles de haute fréquence, tu renvoies au trading, hein, c'est ça. Ce sont exactement, une technologie utilisée dans le trading pour avoir. Exactement, au niveau du trading, donc au trading haute fréquence. Et donc en fait, toute cette philosophie, toute cette idéologie et tout ce contexte en fait environnemental autour de ces thématiques a fait que pour pouvoir se différencier en fait de la concurrence, ben, on a besoin aussi d'appréhender ces thématiques-là. Et Accenture nous a apporté aussi, au travers de son large panel de clients, une autre vision de la mise en application de tous ces use cases qu'on avait pu rencontrer au niveau de la banque. C'est ce que disait très justement Hervé. C'est comment ensuite on est en mesure de pouvoir les appliquer dans des vrais sujets de société, dans des vrais sujets de vie, autres que les sujets bancaires face auxquels on a été confronté. Et c'est cette réflexion quelque part qui a piloté le lancement de la création d'entreprises, drivé par comment on peut créer une structure tout en leverageant sur des opportunités technologiques qui vont nous permettre d'être différents. Et je rejoins ce que disait Hervé, c'est qu'effectivement, finalement, on s'est retrouvé dans un espèce d'écosystème avec énormément d'intervenants que nous connaissions au travers de nos expériences passées, qui eux-mêmes avaient créé des entreprises avec lesquelles nous avons commencé à développer des partenariats parce qu'elles étaient en totale complémentarité de ce que nous-mêmes voulions créer sans que nous-mêmes nous ayons à les développer. Donc nous étions tous des start-upers en fait avec des idées plus ou moins bien abouties, mais sur des segments d'activité qui étaient paradoxalement très différents, mais finalement très convergents. Et c'est ce qui nous a poussé finalement après 8 années chez IO dans l'idée de se dire mais après le succès que nous avons rencontré dans la création d'entreprises. Parce qu'effectivement, créer une entreprise, la vocation entrepreneuriale, c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui se construit, qui se réfléchit. Et après avoir construit from scratch quelque chose qui a abouti à une structure qui pesait l'équivalent de 10 ou 11 millions avec une centaine de salariés, avec tout un écosystème que nous avions construit, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord. Ouais, il semble que vous avez ouvert des bureaux un peu partout, hein, à Londres, en France. Vous avez même été à l'initiative, en tout cas, vous avez même créé un master dédié à la finance sur Bordeaux, il me semble. Là, je m'adresse à notre public qui est majoritairement étudiant, donc IO, effectivement. Donc effectivement, mais tout ça s'inscrivait finalement, si tu veux, Soufiane, dans l'idée qu'on nous avions déjà en 2018 de la mobilité, du rapport en fait au travail et à la mobilité, où on voulait sortir en fait du centre de gravité parisien pour proposer des opportunités en fait de finance de marché en région, à Nantes, à Bordeaux, au travers d'un master qu'on avait créé intégralement, qui donnait l'opportunité en fait à des étudiants de se former sur nos contraintes opérationnelles, de business, etc., et ensuite de devenir partie prenante d'un service que nous étions en mesure de pouvoir proposer à nos clients. Et en fait, ça s'inscrivait dans la définition de l'interopérabilité que nous commençons à mettre en place, à savoir être en mesure de pouvoir exécuter quel que soit l'endroit du monde dans lequel on se trouve, avec effectivement des enjeux autour de la résilience des systèmes d'information qui doivent être à un niveau optimal dans l'accompagnement aussi bien de nos clients que de la fonction externalisée. On a aussi créé une structure qui s'appelle Etios, qui est plutôt elle orientée autour des enjeux de développement durable. Et la combinaison en fait de ces deux ensembles est quelque part la somme de ce que nous rencontrons aujourd'hui. Comment survivre dans un environnement où l'IA commence à prendre une partie plus qu'importante dans notre quotidien, tout en prenant en compte les contraintes environnementales que cela va poser. Donc, c'est déjà des réflexions que nous avions, nous, au moment où nous avons lancé Etios, il y a 7 ans. Quand nous commençons à nous intéresser, en fait, aux problématiques de blockchain, etc., mais pas dans la philosophie de l'outil, mais dans la compréhension du calcul et des algorithmes qui servent justement à l'output. Donc, on avait fait énormément de workshops sur la thématique. Et avec une vraie humilité, nous étions déjà très, très conscients et très en avance des enjeux face auxquels nous étions confrontés aujourd'hui, au niveau des profils, au niveau des compétences, au niveau du challenge que cela a imposé,
à la future génération et comment elle allait être confrontée face à une concurrence qui n'était pas physique, mais qui était intellectuellement technologique, donc l'IA. Donc voilà, tout ce spectre de réflexion, et notre expérience, nos retours sur l'expérience, nous a donné l'idée en fait de lancer Human VC, donc Human Venture Capital, dont la vocation première est l'accompagnement des start-upers. Et justement, Karim, Ouais. Karim, parce que là, on parle de venture capital, et Ouais. notamment de venture capital hands-on. Est-ce que Ouais. pour les gens qui nous écoutent, en tout cas les étudiants qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous expliquer clairement, en tout cas de façon claire, ce qu'est le venture capital et notamment le venture capital hands-on? En fait, le venture capital, si on doit le résumer de manière très très simple, c'est du capital risque. C'est du capital risque c'est du capital risque maîtrisé. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'inverse de fonds de private equity ou de hedge fund, les sommes que nous allons engager dans le cadre en fait de l'investissement seront beaucoup moins importants que des structures qui ont déjà une dizaine ou une quinzaine d'années d'existence et pour lesquelles en fait le niveau de valorisation, donc le niveau de ticket d'entrée dans la structure sera beaucoup plus important. Ici, quand on fait du capital risque ou du capital investment, on fait quoi? On prend un pari, d'accord? Un pari sur une potentielle valorisation d'une structure, de ce qu'elle vaudra dans 5 ans ou dans 10 ans. Notre job, c'est comment identifier les bonnes structures, comment leur mettre à disposition tout un setup, une infrastructure qui permettra aux dirigeants de se consacrer uniquement et essentiellement au développement de la boîte, et comment nous-mêmes pouvons les accompagner, les aider dans notre retour d'expérience, mais surtout dans une définition, une vision, une perspective de stratégie qui permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés de manière collégiale. Donc, si je devais le résumer de manière très très simple, j'espère que ton audience, en tout cas, l'aura compris, c'est vraiment un investissement sur des gens dans un premier temps. Le start-upper, on n'investit pas dans une structure, on investit sur une personne. L'incarnation d'une personne et de Justement, son idée. Karim, là, pour rentrer un peu plus dans le détail et au-delà du financement, quels services concrets vous allez apporter vos startups pour leur permettre d'accélérer leur croissance dès le départ? Quel est votre élément différenciant? Quelle est votre plus-value dans Alors, le processus? il faut rendre à César ce qui lui appartient. Lors de notre précédente expérience, la clé du succès, le facteur clé de succès qui a permis en fait à IO d'atteindre en fait un return très très important, a été aussi en partie expliqué par un back office qui avait été mis à disposition de la structure. Et quand on parle de back office, on parle de quoi? On parle de toutes les contraintes administratives qui pèsent aujourd'hui sur les dirigeants et qui leur empêchent de se développer. Parce que si on doit gérer la paye, si on doit gérer le juridique, si on doit gérer la compta, si on doit gérer les entrées-sorties, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que on est focusé en fait à passer notre temps sur des contraintes administratives et on se disperse et on n'a plus de bornes passantes pour se consacrer au développement de la boîte. La stratégie. L'enjeu, il n'est pas de passer 90% de son temps sur les fonctions administratives. L'enjeu, c'est de passer 90% de son temps sur le développement de la structure. Et les 10% restants, sur la compréhension sur des enjeux administratifs. Parce que ça fait partie en fait du rôle du dirigeant de comprendre aussi comment sont ventilés ses coûts. Donc, ce que nous on apporte aujourd'hui, c'est ça. On va déjà apporter cette infrastructure, cette architecture qui va permettre en fait aux dirigeants de se focaliser sur le why. Pourquoi? Ensuite, de manière collégiale et de manière empirique, je dirais, c'est quelles sont les ambitions que nous fixons à cette structure à court et moyen terme, compte tenu d'un contexte, compte tenu d'une concurrence, compte tenu d'une veille, compte tenu d'énormément de facteurs que nous prenons en compte, pour essayer de dessiner une trajectoire et se dire, OK, aujourd'hui, quel est le niveau d'ambition que nous pouvons signer ensemble? Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on vend, nous, aux différentes startups dans lesquelles nous rentrons depuis l'année dernière. Justement, là, maintenant qu'on visualise un peu mieux l'apport concret que va apporter Human VC je dirais, ce partenariat pour simplifier un petit peu, est-ce que vous avez des exemples concrets de startups que vous avez accompagnées récemment qui permettraient d'illustrer encore mieux l'explication que tu viens de donner, Karim? Oui, après je laisserai la parole à Hervé, mais en fait notre ambition. Karim ou Hervé, hein.
notre ambition, elle est très simple. On s'est fixé avec Hervé comme objectif d'avoir une dizaine de prises de participation d'ici 2 ans. On en est à notre deuxième prise de participation, donc dans 2 structures. Alors, je vais en dire 3, mais je vais plutôt dire 2 à cette étape. Donc, une qui est plutôt orientée IT, donc qui s'appelle Cortec, qui, elle, est au centre de tous les impératifs et de du contexte actuel autour de l'IT, de l'IA et de ses conséquences. Donc, c'est Stéphane Tezici, qui est un ancien DSI, qui est à la tête de cette startup. Et l'idée, c'est effectivement d'accompagner nos clients bancaires, mais pas que, corporate finance aussi, dans leurs problématiques IT, tout en s'alimentant des contraintes IA qui sont en train d'arriver pour leur proposer en fait des setups qui permettront au mieux de les accompagner. On avait une autre structure sur laquelle on est en train de travailler qui s'appelle Nextray, qui est plutôt une structure qui est orientée sur les sujets réglementaires. Et pareil, sa vocation, elle, est de faire du compliance plutôt orienté IA, avec tous les enjeux de régulation qui sont en train d'arriver actuellement et qui ont besoin d'être définis, qui ont besoin d'être réglementés. Donc, on est en train d'avancer de manière progressive sur les problématiques de Alors, réglementation. justement, c'était ma question qui venait après. Excuse-moi de te couper, Karim. Justement, je voulais savoir justement comment Human Venture Capital s'est préparé ou se prépare justement pour répondre aux défis de cette fameuse quatrième révolution industrielle. Arrête, tu... On s'y prépare pas. Déjà, on a identifié ce que sont les enjeux. Ensuite, il y a notre projet de déploiement d'une galaxie d'entreprises qui sont cohérentes les unes avec les autres. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est pas une entreprise elle-même qui va permettre de faire face à tous ces enjeux. Ça va être un ensemble. Donc aujourd'hui, on va dire que dans la fusée qu'on construit, on a un premier étage qui se construit avec 2 entreprises et le cas échéant une troisième qui est en cours de discussion. On a véritablement créé nos structures en septembre, octobre de l'année dernière. On est dans un schéma où tout commence à s'accélérer depuis février et mars de cette année pour un certain nombre de raisons qui sont liées à la mise en œuvre de cette galaxie. Et ça va prendre un petit peu de temps. Donc on va dire ça, c'est le côté un petit peu concret qu'il est important d'entendre, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Donc elle passe aussi par le fait de dire, si on prend l'apport que l'on a nous, c'est-à-dire des gens qui ont construit l'entreprise qui nous sollicitent, on se dit, OK, est-ce que ça fait du sens qu'ils soient accompagnés par nous? Ça fait du sens. On leur propose d'entrer à leur capital et d'apporter ce qu'a dit Karim, notre savoir-faire. On a montré qu'on était capable de gérer une structure de 80 à 100 personnes qui est performante et on sait dire pourquoi. Et on sait dire aussi pourquoi ça peut échouer. D'accord? Donc, on donne des clés de compréhension qui peut faire que ça marche. Voilà. Et on va connaître aussi une partie de leurs limites. Parce qu'on a connu des limites, on les a expérimentées, on apprend toujours de ses erreurs. C'est très dangereux d'avoir des gens qui n'ont jamais fait une erreur. En fait, à un moment donné, quand ils en font une, plus le temps avance, plus elles sont terribles. Donc, je vais pas revenir sur des grands exemples de l'industrie ou du monde des marchés qu'on a pu connaître, mais il y en a une multitude. À force d'être trop beau, à la fin, je pense qu'on a quelques surprises. L'idée pour nous, c'est d'être dans l'accompagnement là-dessus. L'autre point, c'est de pousser, c'est de se dire de quoi a besoin. On citait une personne, mais ça peut être à chaque fois, c'est une personne à la tête d'une structure, mais il peut y en avoir plusieurs. Et on a quelques idées en tête à un certain nombre de sujets. On peut pas trop rentrer dans le détail parce qu'il y a des choses qui avancent et Oui, oui, de rentrer dans le oui. détail. On est Ça, je peux concrètement dans comprendre. l'accompagnement de chacun. Il y a des piliers qu'a cité Karim. Il y en a un autre qui est de dire, on comprend ce que tu fais. Il y en a un autre qui est de comprendre de dire, on va être capable de t'aider à trouver des débouchés, si on peut le faire. Il y a des sujets sur lesquels on est plutôt bon. Il y en a d'autres sur lesquels on va dire, il faudrait que tu t'améliores sur ces aspects-là. 95% des difficultés qu'on voit chez les gens qu'on croise, hein, c'est une absence soit de confiance commerciale, soit de capacité commerciale, soit les deux. Donc, on peut le compenser, mais après, l'idée, c'est de voir comment on fait pour le développer. Et l'un des moyens d'y arriver, c'est de se dire où situe la création de valeur. Donc là, on va les aider aussi. Mais c'est pas que dans le fait d'apporter des idées et d'être un petit peu directif, mais c'est important que ce soit un peu directif quand même, parce que sinon, le truc peut partir dans un mur très vite, sans qu'on ait notre mot à dire. Donc ça, c'est hors de question. Le deuxième, c'est de se dire, là, on sent qu'il y a quelque chose à faire. Là, on sent qu'il faut qu'on se mobilise à plusieurs pour avancer plus vite. Donc, on va évoquer le sujet après, parce qu'il y a le sujet techno. Alors, moi, je vais pas essayer le terme d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence est un terme galvaudé à beaucoup d'endroits. Il y a de l'automatisation, il y a des technologies avancées, il y a des choses qui relèvent de l'IA générative,
qui en soi est une définition d'une certaine C'est ça, ça technologie. reste en fait de l'automatisation auquel on a ajouté voilà Exactement. la technologie IA pour voilà pour répondre Et aux le contexte est exigences devenu beaucoup d'aujourd'hui. plus porteur avec des capacités de puissance de calcul qui sont démultipliées depuis 10 ans, des capacités de stockage qui sont démultipliées depuis 10 ans, avec d'autres contraintes, mais qui offrent de nouvelles opportunités. Et c'est exactement ce que disait Karim un petit peu avant. Donc nous, on est en capacité de pouvoir accompagner ces acteurs. Mais juste pour te dire, on a 2 exemples de création de start-up. On en a en tête 2 à suivre. Il y en a une qu'on a décidé de ne pas retenir pour un certain nombre de raisons. En tout cas d'accompagner, parce que retenir, ça veut rien dire, mais c'est dire, il y a des gens qu'on a rencontrés, qui nous ont proposé un projet qui était bien, donc que l'on valide, et qui n'ont pas souhaité fonctionner comme nous on le souhaite. Et c'est respectable. Et aussi, c'est respectable d'un point de vue, respectable du leur. Et donc, l'idée, c'est d'avancer sur ces perspectives-là. Le but, c'est d'en avoir 10 d'ici 2 ans. Si c'est 3 ans, c'est très bien. Si c'est des boîtes qui font entre 5 et 10 personnes chacune, je ne reviendrai pas dans le détail, où tu demanderas à ton audience de jeunes étudiants en finance d'essayer de voir ce que ça veut dire, hein, d'avoir entre 5 et 10 personnes dans les sociétés qui vont faire du logiciel, du conseil et éventuellement des projets plus industriels dans d'autres domaines. Euh, et ben, ça vous donnera une petite idée de nos ambitions. Justement, tout à l'heure en introduction, on disait, on disait que l'IA était en train de remodeler les modèles organisationnels des entreprises et en imposant un certain nombre de défis aux entreprises. J'évoquais les défis économiques, les incertitudes autour des coûts d'implémentation et surtout du retour sur investissement, les défis technologiques parce qu'on sait que voilà, beaucoup d'entreprises travaillent avec des sites qui sont vieillissants, les fameux legacy systems. Les défis humains, parce qu'il y a tous les critères voilà, d'acceptation, il va falloir acculturer les collaborateurs ces nouvelles technologies et les défis réglementaires. Je pense notamment à la RGPD, l'IA Act, etc. D'ailleurs, l'IA Act qui est rentré en vigueur en août 2024 et qui commence à s'imposer crescendo dans la réglementation des entreprises, en tout cas les entreprises qui souhaitent faire de l'IA. Parmi tous ces piliers ou tous ces enjeux, lequel vous semble aujourd'hui le plus important à anticiper de votre point de vue pour les entreprises d'aujourd'hui? Alors après, peut-être qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, peut-être qu'il y a un alignement intelligent de tous ces enjeux pour dire, voilà, l'intégration de nos technologies IA est réussie. Quelle est votre vision des choses par rapport à ça? Moi, je pense que le vrai enjeu pour les entreprises, on sait d'ores et déjà ce que va apporter l'IA ou ce qu'elle est en mesure en fait de pouvoir produire en termes d'efficacité. La vraie question, c'est la cohabitation. C'est comment cohabiter avec un outil qui est prédestiné à me remplacer demain. En fait, pendant un moment, j'étais convaincu que l'IA ne s'attaquerait qu'aux personnes dites sous-qualifiées. Donc dans la C'est vrai que la société, cible aujourd'hui, on n'est plus sur les cols blancs, hein, quand on parle. Les révolutions précédentes ont touché ce qu'on appelle les cols bleus et cette révolution-là va impacter plus fortement les cols blancs. mais en fait, la réalité, c'est que tout le monde va être concerné. Et alors, je suis incapable de dire aujourd'hui en termes de rapidité à quelle échéance ça va se faire. La seule certitude, c'est que ça se fera si on a bien pris en compte en fait les impacts écologiques et environnementaux dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'enjeu pour moi, le seul critère qui fait que ça ne se développera pas, c'est si on se rend compte qu'à un moment donné, il y a des vrais impératifs environnementaux qu'on n'arrivera pas à faire cohabiter avec l'IA dans son alimentation. Si on a répondu à cette problématique-là, le vrai enjeu, il est social et sociétal, de mon point de vue. C'est comment cohabiter avec une technologie qui est prédestinée à me remplacer. Et finalement, en fait, ça s'inscrit d'un point de vue philosophique dans l'équilibre vie perso, vie professionnelle, en fait. C'est cet équilibre, en fait, qui est en train qui a vu le jour il y a 7 ans. Et au moment où nous-mêmes, on se posait la question autour de l'enjeu de la mobilité. Quand on a fait Nantes et quand on a fait Bordeaux, en fait, on s'est posé cette question-là. On s'est dit, mais finalement, est-ce que, et le Covid a aussi euh, apporté, en fait, cette problématique dans le rapport qu'on a au travail. Et depuis, tu remarqueras que depuis la fin du Covid, le rapport au travail a énormément changé. Et il a été accentué, en fait, avec cette problématique d'intelligence artificielle, parce que finalement, il y a énormément de choses qu'on peut faire, et on parlait d'interopérabilité tout à l'heure, au travers, en fait, de l'IA. Et ça sera encore de plus en plus vrai. Donc, le vrai enjeu, en fait, c'est la question autour de la cohabitation. Comment demain, les salariés
éduqués et non éduqués, vont cohabiter avec cette intelligence. Et donc, c'est un vrai défi au niveau des entreprises, dans l'accompagnement des collaborateurs, et finalement, sur la capacité à pouvoir anticiper, ne serait-ce que des enjeux autour de la retraite. Pour toutes les personnes qui vont partir, par exemple, dans le secteur bancaire dans les prochaines années, on a systématiquement en fait anticipé ces départs-là ou des gains de productivité un petit peu fictifs parce que budgétairement parlant, c'était commandé. Est-ce que l'IA sera en mesure de vraiment les traduire par quelque chose de concret d'un point de vue visible? Ça, c'est la vraie question que je me pose. Ce qui veut dire en fait qu'il y a tout un parcours en fait aussi au travers de l'éducation nationale qu'il va falloir revoir, qu'il va falloir revisiter dans l'éducation même en fait de ces futurs salariés. Euh, Ouais, et parce on que le voit avec là, les mesures qui ont été prises, notamment par l'éducation nationale concernant la formation en IA, elles sont très légères, hein. Quand on voit des exemples, typiquement, je crois que c'est les Émirats Arabes Unis qui ont créé vraiment une matière qui s'appelle IA et qui est enseignée dès la primaire. Là, je crois que l'éducation nationale propose 1 heure et demie de formation sur des sujets un peu plus éthiques, pas vraiment sur comment on utilise l'IA, mais alors peut-être je crois qu'il y a peut-être un module ou deux sur l'art de prompter, mais le reste c'est plus sur la notion éthique, bien mais, utiliser l'IA. mais finalement le prompt, Sofiane, est devenu lui-même industriel. En fait, si tu regardes les discussions qu'on pouvait avoir au niveau du prompt il y a encore quelques mois et aujourd'hui, le prompt est en train de s'industrialiser. Donc, la vraie réflexion, en fait, s'il doit y en avoir une, c'est notre capacité à réfléchir ou à encore réfléchir. Il est là, en fait, le vrai enjeu au niveau de l'intelligence artificielle et de l'accompagnement, en fait, des étudiants dans ce qui va être un vrai challenge pour eux. Euh, cette concurrence que je voyais moi d'un point de vue mondial, parce qu'aujourd'hui un étudiant quand il sort d'une université ou d'une école d'ingénieur française, la réalité c'est qu'il n'est pas en concurrent en fait avec son petit copain dans le bureau d'à côté, mais il est déjà dans une espèce de concurrence mondiale. Comment celle-ci va être exacerbée avec justement ces technologies-là, et comment en fait ces personnes-là, ces profils-là, qui sont l'élite entre parenthèses, vont être confrontés et répondre à cette problématique-là. Et il va y avoir un vrai enjeu, il va y avoir une vraie question. Parce qu'autant on sait qu'il y a énormément de tâches à non-valeur ajoutée qui vont disparaître, mais qu'est-ce qui va rester dans la définition même de la valeur ajoutée, finalement? Et c'est cette question-là auquel il va falloir répondre, parce que ça veut potentiellement dire qu'on va retrouver avec un marché du travail dans une dizaine d'années qui va être complètement décalé. Décalé parce qu'on aura produit, on aura réussi paradoxalement le challenge qui était attendu en fait au niveau des gouvernements, à savoir avoir plus de médecins, avoir plus d'ingénieurs. Mais la question, c'est pour faire quoi? Parce que finalement, d'ici là, est-ce qu'il n'y aura pas la majorité de ces jobs qui auraient été remplacés? Je donne un dernier exemple, et après je laisse passer la parole à Hervé. Je discute avec un ami, un très bon ami à moi en fait, qui est responsable chef de service en radiologie. Et il me parlait d'une entreprise coréenne du Sud qui est venue leur vendre des humanoïdes. Et que faisaient ces humanoïdes? Ils vont dans la salle d'attente, ils prennent le patient, ils l'installent dans l'IRM, ils lancent l'IRM, ils sortent le diagnostic, ils donnent le diagnostic au patient et ils le raccompagnent. Quand ils ont fini la démonstration, son N-1 est venu le voir en lui disant mais ces humanoïdes vont prendre notre boulot en fait. Et le chef de service lui a dit oui. Et ce que je pensais de la science-fiction il y a encore 3 ans commence à avoir une traduction réelle aujourd'hui dans notre quotidien. Demain, en radiologie, il y aura des humanoïdes qui vont faire le job des radiologues. Donc on n'est plus... La problématique qu'ont les gens avec l'IA aujourd'hui, c'est qu'ils vivent avec dans un téléphone, ils vivent avec dans une télé, ils vivent avec dans une voiture, avec des pubs qui te disent oui, c'est boosté à l'IA, mais finalement, est-ce qu'ils voient vraiment l'impact dans la manière dont ils utilisent un GPS? Je pense pas. Est-ce qu'ils voient l'impact dans la manière dont la musique est ordonnancée? Je pense pas. Le vrai impact, le vrai, c'est que physiquement, il va y avoir une traduction, une personnification. Et c'est là où je pense que d'un point de vue conscient et subconscient, on va avoir une vraie réalité de ce qui nous attend demain. L'incarnation, la personnification de l'humanoïde tel qu'on la voit, il faut voir ce que Musk a réussi à produire,
il est là l'enjeu. Parce que là, on est face à des gens, entre parenthèses, physiques. On n'est plus dans de l'IA, on n'est plus dans du subjectif. On est dans du concret. Donc, Donc là, c'est. t'as amorcé la transition que je voulais faire, Karim, justement. Là, quel cas d'usage d'IA voyez-vous exploser dans les prochaines années? Hervé, peut-être que tu as une idée de ce qui arrive concrètement. Est-ce qu'on peut utiliser opérationnellement là, maintenant ou dans 2-3 ans? Et qui Quelque servira? chose dont beaucoup de nos clients anciens, futurs, et puis même nous, quand on était aux manettes, euh, étaient rêvés, c'était comment transcrire des choses qui étaient décrites dans des schémas, qui étaient décrites dans des habitudes, à les transcrire dans une automatisation. D'accord? C'est de se dire, un opérateur qui fait de la comptabilité, qui la supervise, qui passe des pièces de correction, on appelle les opérations diverses, derrière fait une analyse, un reporting, qui derrière la transmet à son manager N+1, qui la consolide avec d'autres reporting, qui aboutit derrière à la production d'un comité de pilotage comptable, qui est transmis à la direction financière, qui lui va être transmis à un conseil d'administration. Est-ce que tout ça pouvait être décrit de façon automatique et derrière se transcrire en règles de gestion informatique pour derrière remplacer les individus qui le faisaient, avec beaucoup de choses qui étaient faites à la main et une intelligence. Et on a toujours été confronté à la même difficulté, qui est de dire les moyens à mettre pour pouvoir faire ça étaient juste colossaux. La raison pour laquelle un certain nombre d'acteurs que je connais ont des legacy qui durent depuis 15, 20, 25 ans, c'est que le coût pour pouvoir faire les optimisations dont on parle est absolument colossal. Donc, l'enjeu, il est de dire, est-ce que tout ce dont on parle va pouvoir se faire dans un délai plus court? Je pense que ce serait nier la réalité que de se dire, il n'y a rien qui va arriver, et que la courbe exponentielle que j'évoquais, c'est une exponentielle, c'est-à-dire que qu'on a vu faire pendant 50 ans depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui est absolument colossal quand on regarde ça à l'échelle de l'histoire. Là, on est en train d'avoir quelque chose qui va compresser le temps encore et va apporter d'autres capacités et fonctionnalités. Et je ne sais pas dans quels inconnus on est. Est-ce que l'on a les hommes en capacité de pouvoir, dans les entreprises ou dans les États, de pouvoir faire face à ce changement majeur? Alors, Karim a ces termes qui sont liés à l'évolution de la société pour pouvoir faire répondre à tout ça. D'autres vont parler du revenu de base, d'autres vont parler du contrôle, d'autres vont parler de l'éthique. Tout ça vient en même temps. En fait, on en revient quelque part à ce que moi j'ai pu observer. Alors, c'est des discussions qui relèvent de la fameuse intelligence collective que j'évoquais depuis 10 ans qu'on bosse avec Karim et avec beaucoup de gens partout. Rappelez-vous de Léonard de Vinci. On parlait de l'époque des humanistes. En fait, c'est la période à partir de laquelle un seul homme ne pouvait plus maîtriser l'ensemble des technologies, des savoir-faire, des arts à un moment donné. Je pense qu'on est un peu dans la même situation aujourd'hui, où quelque part, il va falloir des hommes qui sont en capacité de graviter dans un spectre d'enjeux, de difficultés qui va être colossal. Alors, est-ce qu'on va pas y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? C'est un peu, ça, c'est une vision. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, la machine avance beaucoup plus vite que nous et effectivement, maintenant, Oui, mais les en même temps, talents. oui et non. En même temps, oui et non. En fait, on devine que ça prend ce trend. Après, j'aime bien ce qu'a dit Karim. Dans la réalité que j'ai vue au quotidien, on a quand même beaucoup de gens qui sont des rois de la fumée ou qui sont des gens qui prennent leur désir pour des réalités. Il y a des gens qui vendent du bonheur et des gens qui achètent du bonheur dans tous les secteurs. Voilà. Le seul truc, c'est probablement que la technologie va commencer à elle-même prendre le pas sur beaucoup de problématiques et qui fait que ces gens-là ne sont sans doute plus ceux qui sont en capacité de faire face à tous ces enjeux que j'ai évoqués un peu avant. Voilà. Maintenant, par rapport à mes clients, par rapport à ce nombre de choses, il y a quand même beaucoup de choses très concrètes auxquelles on est capable de répondre, que les gens et les sociétés qu'on est en train d'accompagner vont être capables de répondre. Une partie de la réponse à toutes les contraintes que je suis en train d'évoquer et qu'on a pu évoquer, c'est pas que les contraintes, c'est aussi des opportunités. Je fais pas un dessin à des futurs étudiants brillants qui vont faire des SWOT et puis des use cases dans tous les sens. Moi, je vous invite tous à faire une matrice de matérialité environnementale. Je vais même pas vous dire ce que c'est. Allez voir ce que c'est. Et dites-vous comment l'entreprise peut être décrite au travers de simples tableaux. Et justement, encore là, Hervé, tu me fais une superbe transition. En tout cas, merci beaucoup pour ces insights. Là, pour conclure, quel conseil, vous, actionnable, vous pourriez donner aujourd'hui à un porteur de projet qui souhaite se lancer, accélérer sa croissance au travers d'une venture capitale, avec ou sans IA d'ailleurs, qui vient de vous voir? Ça serait le premier conseil. Déjà qui vient de nous voir. Non, mais je voulais terminer sur un truc, c'est que une partie de notre réponse, et je vais rester volontairement très modeste, je
je suis beaucoup plus modeste que Karim, fatalement. La réalité, c'est qu'on est un peu fous tous les deux et pas forcément au même moment. Mais la réalité, c'est qu'on construit une galaxie qui a vocation à essayer de répondre à plusieurs éléments d'enjeu. D'IA, technologie, physique, d'énergie, etc. Est-ce qu'on va être capable de répondre à une question aujourd'hui? Je pense qu'il y a des gens qui ont posé des questions complexes et relativement simples. Eh ben, je pense que tout seul, dans son petit domaine, le Cortex, Nextreg, UVC ne suffiront pas. Et c'est ce qu'on est en train d'anticiper carrément, c'est de se dire, on va essayer de faire en sorte qu'on ait des gens qui ne bossent pas dans le même domaine, soient capables de parler ensemble et de répondre à des enjeux, des gens qui ne se parlent pas non plus depuis très souvent, et les aider à faire face à ces enjeux. Après, est-ce qu'ils en veulent ou pas? Ça, c'est toujours pareil, hein. On va pas donner un Et en pouvoir à fait, un âne qui a pas soif. ce que disait Hervé par rapport à l'intelligence collective, on va l'appeler les compétences collectives. Parce que finalement, au travers de ce qu'on est en train de créer, c'est que finalement, c'est l'emboîtement de chacune de ces compétences qui va donner une cohérence à la galaxie qu'on est en train de construire, parce que chacune des structures dans lesquelles on envisage de rentrer doit avoir une réponse aux enjeux de la société. Maintenant, pour répondre à ta question, euh, sur les conseils en fait qu'on pourrait donner, euh, moi je reste volontairement sur les compétences, parce que toute la réponse en fait, elle est uniquement et essentiellement basée là-dessus. Bon, quand tu parles de compétences, tu parles de soft skills purs, quoi. Je veux Ouais, dire, voilà, ouais. c'est ça, hein. Je parle de hard skill, pas de soft. Je parle de hard skill pur et dur. Moi, je suis très théorique Peters, s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence. Et c'est quelque chose en fait qu'il faut éprouver, comprendre en fait cette théorie, c'est se comprendre soi-même. Et se comprendre soi-même, ça passe par de l'introspection. On a toujours en fait un rapport à nous-mêmes qui n'est pas le rapport que les autres ont de nous. Pourquoi? Parce qu'on a l'ego, parce que on a le pouvoir, parce que on a toujours des idées sur nous qui sont des idées préconçues, et la manière dont nous voient les gens sont généralement pas celles auxquelles ou la manière dont nous on se voit. Et pourtant, en fait, le vrai enjeu, il est là, parce que finalement, on n'est plus dans des questions d'ego, on n'est plus dans des questions de pouvoir, on est dans des questions de survie. Et plus l'IA va avancer, plus l'IA va devenir intelligente, plus l'IA va se formaliser, plus l'IA va être personnalisable et personnifiée, et plus elle va nous renvoyer nous-mêmes à nos propres incompétences. Et il est là l'enjeu, en fait, pour nous. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de cohabitation. Tout ce qu'on est en train de dire à ce moment, en 2025, était encore de la science-fiction il y a 10 ans. Il faut juste regarder, en fait, en termes de temps, entre le moment où on a parlé de l'IA et cette traduction concrète, combien de mois se sont passés. En finance, quand on fait un prix, pour les dérivés, il y a le delta, le gamma, le véga, il y a le θ. Et le θ, c'est quoi? Ce qu'on appelle les grecs, c'est la valeur temps. Et avec Hervé, le paramètre le plus important de tout ce qu'on est en train de dire, c'est toujours le θ. C'est notre rapport au temps, c'est notre rapport à l'espace-temps. Donc je vous renvoie à Einstein et tout ce qu'il sous-entendait derrière. En fait, exactement. Et en fait, c'est ce rapport-là qu'il va falloir qu'on apprenne aujourd'hui, parce que c'est ce rapport-là qui va nous confronter justement à la problématique face à laquelle on est tous confrontés. Si on le traduit par des use cases aujourd'hui, on fait plus de PowerPoint, on fait plus d'Excel, on fait plus de code, on fait plus de VBA. On a intégralement externalisé notre intelligence ou ce qu'il en restait à l'IA. On l'a externalisé. Donc finalement, l'enjeu, et je dirais, et c'est pour ça que je vais dans la traduction philosophique, et c'est pour ça que quand j'en discute avec mes enfants, je leur dis ne tombez pas dans le piège de l'IA comme il ne fallait pas tomber dans le piège des réseaux sociaux. Parce que finalement, plus on va externaliser cette intelligence, et moins on sera en mesure d'en produire. Parce qu'on va systématiquement en fait se reposer sur cette intelligence. Fais-moi un slide, fais-moi un PowerPoint, fais-moi un code. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, combien de gens savent rentrer dans un vrai code et faire du VBA à l'ancienne? Pratiquement plus personne. Combien de gens savent faire des tableaux croisés dynamiques? Il suffit de le voir en entretien, pratiquement personne. Combien de gens savent faire des PowerPoint? Et je vous parle de ça en 2020, et je te parle de ça en 2025. Qu'est-ce qui va en rester dans 3 ans? Quand on sera rentré dans un truc complètement industrialisé et intégralement externalisé. Qu'est-ce qui va en rester? C'est-à-dire que la vocation du cerveau, qui est de travailler de manière continue pour développer des neurones qui doivent nous apporter cette réflexion, est en train de s'éteindre de manière progressive, et c'est ce que j'appelle moi une espèce de suicide collectif qui est en train d'arriver. Si personne ne prend conscience qu'à un moment donné, il va falloir limiter cette externalisation.
Tu sais quoi, Karim, ce serait une bonne base de réflexion pour un prochain talk auquel je manquerai pas de vous inviter. Mais Et voilà. en tout cas, merci pour vos insights très précieux, pratiques Merci à toi, et Sofiane. vos Merci. conseils. Merci à tous ceux qui vont nous écouter et qui vont nous suivre sur ce talk. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Merci à tous et à bientôt. Merci de Merci. ton lien Merci. conducteur et Merci, de ton Sofiane. autorité pour te dire Merci, ce qu'on Sofiane. retient. Merci beaucoup. C'était Bravo, très bien. bravo, Merci à vous. Merci, messieurs. Merci. Merci. Au revoir.